Eh bien, et si on en parlait aujourd'hui, nous allons parler des enfants porteurs de handicap. Est-ce une honte pour les parents? Ah oui, vous savez, beaucoup de parents n'arrivent pas à assumer avec une certaine fierté l'état physique de leur enfant. Oui. Vous savez, l'enfant, il est désiré, tout le monde l'attend avec enthousiasme, mais lorsqu'il arrive et qu'il est porteur d'un handicap, par exemple, ça crée beaucoup de situations. Oui, En tout cas, justement. nous allons faire le débat. Ouais. Comment la société béninoise, notre société d'aujourd'hui, voit de plus en plus ces personnes porteuses de handicap? Eh bien, nous sommes là pour en parler. Oui, Rock, et pour en débattre, nos invités ont pour nom Madame Claudine Lawson-Daiso. Elle est consultante en droit des personnes vivant avec un handicap. Elle est également directrice d'un centre de prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Bonjour, Madame. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, Madame Daïsa. En face de vous, nous avons Monsieur Michael Viegbe. Il est psychologue clinicien orthophoniste, président de l'Association des professionnels orthophonistes du Bénin. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour, cher ami. Et au téléphone, Rock, vous allez recevoir le docteur Bruno Mucho. Il est sociologue. Oui, docteur Bruno Moncho, que nous saluons déjà, et il sera au téléphone d'ici quelques minutes. Il va nous peindre le regard social que l'on porte sur ces personnes. Est-ce que, bon, c'est à cause de ces regards sociaux que on a tendance à stigmatiser ces personnes portant un handicap? Eh bien, il va nous le dire également. Alors, je voudrais commencer déjà par Madame Thaïs, vous qui avez un centre de prise en charge des personnes vivant avec un handicap. Pardon, un handicap. Alors, dites-nous, est-ce que vous pensez que les parents éprouvent une certaine honte, une certaine pitié pour les enfants nés avec un handicap? D'accord, je vais d'abord vous dire que vous m'avez bien présenté, mais il manquait juste le fait que je suis également psychologue. Ah, d'accord. Je fais de l'accompagnement, que la personne soit handicapée ou non. D'accord, très bien. Effectivement, nous avons un centre que je dirige qui s'appelle la Chrysalide. C'est l'association pour l'intégration des personnes handicapées intellectuelles qui a créé ce centre-là. Ok. Maintenant, je suis, vous avez dit, consultante en droit des personnes handicapées. Bien sûr. Alors j'aimerais bien dire, c'est vrai, les gens disent souvent porteurs de handicap, vivant avec un handicap, mais c'est pas la même, c'est pas ce qu'il faut. C'est pas ce qu'il faut. Ouais. Il faut dire personne handicapée, il faut dire enfant handicapé. Il faut dire Personne personne handicapée. handicapée. Enfant handicapé. Bon, on a l'impression que quand on dit personne handicapée, c'est comme si c'était un terme injurieux, stigmatisant. C'est pas l'être entier de la personne qui est handicapée, mais en fait, la personne peut être bien portante et avec un handicap quelque part. C'est pourquoi on essaie de... Ce qui est le problème Oui. et qui est évité maintenant, Oui. c'est de dire handicapé. Voilà un handicapé. Ça, c'est pas permis. D'accord. Ça blesse, ça D'accord. gêne. D'accord. C'est pas permis. Ok. Un handicapé, c'est pas bon. Ok. Mais de dire une personne handicapée, Ouais. c'est cela. D'accord. Alors, si vous prenez la Convention relative aux droits des personnes handicapées, Oui. si vous prenez la loi que le Bénin a votée portant promotion et protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin, Oui. vous ne verrez nulle part le terme porteur, vivant, etc. Ah, d'accord. Parce que quand la Convention était en train d'être élaborée, tous les pays, toutes les associations ont été consultées. D'accord. Je faisais partie des personnes qui Ont été ont consultées. participé à divers niveaux, au niveau national, au niveau régional et au niveau international, à l'élaboration de cette loi. Oui. Alors c'est un consensus. Parce qu'avant, les gens disaient un handicapé. Mais non, nous sommes d'abord une personne. Et le consensus a été admis de dire
personne handicapée, parce qu'il y avait même certains qui disaient, mais non, moi je ne porte pas. Une personne qui est aveugle, on dit handicapé visuel, non, dit, mais je ne porte pas ma cécité sur ma tête. C'est ça. Pourquoi vous voulez m'appeler personne portant, vivant d'accord. avec? Ok, Mais je d'accord. reconnais qu'aujourd'hui, Je suis dans handicapé. beaucoup de domaines, que ce soit au niveau des organisations internationales, que ce soit dans beaucoup de programmes, les gens préfèrent dire en situation de handicap, préfèrent dire porteur de handicap, vivant de D'accord. handicap, mais le Ok. consensus, Oui. c'est personne D'accord. handicapée. Donc, Évitez de dire un handicapé. Très bien. Donc, ça me ferait plaisir Oui. si nous parlons d'enfants handicapés au lieu de D'accord. dire porteur vivant, etc. D'accord, très bien. Nous parlons des enfants Handicapés. handicapés. Voilà. C'est clair. C'est clair pour moi. Oui. Et puisque vous avez un centre qui reçoit justement ces enfants handicapés, est-ce que vous pensez que les parents se préoccupent réellement de ces enfants handicapés? Alors, je voudrais dire que oui, c'est une préoccupation pour les parents. Vous avez dit tout à l'heure Est-ce qu'il y en a pas qui viennent vous confier les enfants et puis les oublient? Non, en fait, je n'aimerais pas qu'on pose la problématique en ces termes-là. D'accord. Ce n'est pas facile pour un parent, pour une maman qui pendant 9 mois a rêvé de son enfant, de voir naître l'enfant différent. Voilà. Ça, c'est compliqué déjà. Oui. Et on devrait accompagner cette maman, Psychologiquement. l'aider à accepter le handicap de son enfant et à chercher des solutions. Mais qu'est-ce que d'autres sociétés font? On commence à lui lancer la pierre, on commence à dire tu as transgressé des lois, tu as fait quelque chose, tu as fait quelque chose. Alors, c'est difficile pour cette maman. Doublement, triplement et hainement difficile. D'abord, mon enfant n'est pas comme je l'espérais, n'est pas comme je l'attendais. Et voilà que c'est difficile, c'est pas facile. Hein, c'est pas Michael qui va me dire le contraire. C'est pas facile. Et en plus de ça, il nous on le commence dira à tout me à l'heure. stigmatiser. On commence à me stigmatiser. On me dit oui, j'ai fait quelque chose. Alors le papa va dire, va bomber le torse, va dire, il n'y en a pas dans ma famille, c'est toi, c'est ceci. Ah, vous voyez, déjà, premièrement, c'est pas l'enfant qu'elle attendait. ouais. Deuxièmement, on commence à lui jeter la pierre. Et puis troisièmement, le quotidien est difficile. Moi, j'accueille des enfants qui ont besoin d'accompagnement tout le temps. C'est-à-dire sans la maman ou sans une autre personne, peut-être que cet enfant ne pourra pas manger parce qu'il faut l'aider à manger. Peut-être qu'il faudra l'aider à apprendre. À apprendre tout ce qui est automatique pour les autres enfants. Quand c'est un enfant qui a un handicap intellectuel, ça devient de l'apprentissage. Et vu comme cela, vous voyez un peu toutes ces difficultés que vit ce couple quand le papa est solidaire et reste avec la maman, mais des fois la maman est éjectée. Alors dites-moi un peu, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Apparemment, ça doit être assez compliqué. Assez compliqué. Oui. Alors, Monsieur Villegbert, pourquoi dans notre société, beaucoup de personnes pensent que les enfants handicapés constituent une malédiction? En réalité, si je prends la société, elle est établie sur des lois. Alors, tout individu qui, que ce soit de façon morphologique ou que ce soit de façon d'une autre manière, et qui ne s'inscrit pas dans cette loi, est considéré comme individu hors norme. Et dans cette situation, il est normal que la personne en situation de handicap ou bien la personne handicapée s'inscrit aussi dans ce registre, tout juste parce que, et comme Mme Daizo l'a eu à souligner, en ce qui concerne déjà l'enfant, sur le plan psychologique, l'enfant est déjà imaginaire avant d'être réel. Alors, et de cette imagination, on obtient un enfant réel qui n'est pas adapté à ce qu'on attendait. Alors, ça devient un coup dur d'abord pour les parents et surtout la maman qui a porté cette grossesse durant 9 mois. Surtout pour la maman. Et bon, dans certains cas, il y a aussi le père. Dans certains cas, il y a aussi le père. Mais le père, pour montrer que bon, il n'en est pour rien, il projette tout le tort sur la maman. Et que c'est elle, et ainsi de suite. Alors, donc, ce même regard-là, cette même difficulté, elle est projetée à l'extérieur. C'est-à-dire au niveau de la société. D'accord. Très bien. Vous savez, j'ai bien envie d'abord de vous présenter toutes mes excuses. En le disant, vous êtes une personne vraiment ressource. Vous êtes handicapé moteur.
lorsque vous êtes retrouvé au milieu de vos amis, comment avez-vous vécu, vous, votre handicap? Est-ce que c'était facile de vous insérer socialement et même professionnellement? Bon, je vais juste dire que le handicap, ce n'est pas l'individu qui le porte ou bien qui fait truc. Non, mais c'est le regard des autres. Et si je me base sur ce principe-là, je dirais simplement que c'est vrai, le regard des autres est tellement mauvais que si tu ne te donnes pas à fond, ça te sera difficile de t'insérer. Je prends deux personnes. Une personne tout venant, c'est-à-dire qui ne présente aucun handicap, et une personne qui présente un handicap. Quand vous les mettez devant une tâche, la personne qui présente un handicap déploie plus d'énergie, plus que la personne tout venant ou qui ne porte aucun handicap. Juste parce que il y a déjà le regard de la société sur son handicap qui est directement projeté sur ses potentialités. Donc, on le sous-estime déjà sans même le voir à l'œuvre. Donc, il faut que cette personne déploie une double force. D'abord, la force pour transcender ce regard-là et la force pour montrer effectivement que je ne suis pas ce que vous êtes en train de penser. Et dans ces conditions, Bon, moi, depuis mon enfance, ça n'a pas été... facile? Non, difficile pour moi, parce que très facilement, je rentre dans le groupe de mes pères. Au collège aussi, au primaire, et puis au collège, ça n'a pas posé de problème. Mais c'est à l'université que ça a posé un peu de problème. Et pas parce que mes camarades étudiants ont un mauvais regard sur ma personne, non, mais les conditions dans lesquelles on étudiait étaient difficiles. Très, 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 très difficiles. Et aussi, quand tu finis dans ces conditions-là, et tu finis tes études, tu reviens, alors là, l'insertion professionnelle devient encore un autre coup dur. Et pourtant, moi j'en connais, Roch, qui excellent vraiment dans leur milieu professionnel. J'en connais. Oui, comme je l'ai dit, si on parvient à accorder un espace à cette personne-là, où vous lui confiez une tâche, je vous assure, vous serez vraiment surpris. Effectivement, et il y a des exemples, même ici à BB24, nous avons notre collègue monteur Isaac Noudedo, et qui fait du bon boulot, et socialement il est très correct, nous l'aimons beaucoup ici. À toutes ces personnes handicapées, nous leur souhaitons du courage, il faut pouvoir supporter. Mais madame, puisque vous avez l'habitude de recevoir des enfants handicapés, dites-nous quels sont les différents types de handicap, d'enfants handicapés que vous recevez dans votre centre. Nous recevons les personnes handicapées intellectuelles. Alors quand je dis personnes handicapées intellectuelles, voilà, les gens vous y mettez quoi? Les gens confondent avec une personne handicapée comme Michael qui est intellectuellement accompli. Alors que c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'intelligence qu'il y a un souci. Donc, un enfant handicapé intellectuel a des difficultés pour apprendre, pour comprendre et pour faire les choses qu'on attend de lui en fonction de son âge. Ça, c'est les personnes handicapées intellectuelles. Mais je voudrais dire que mon confrère et ami Michael est une belle exception. Parce que j'ai connu, par exemple, Madame Albertine Vignon, qui a réussi, mais primaire, etc., c'est parce que sa grand-mère l'a porté au dos pour pouvoir l'accompagner. Et l'accessibilité physique à l'université, ou bien d'autres formes d'accessibilité dont Michael a parlé, ça c'est une chose. Mais quand vous voyez un enfant, quel que soit son handicap, que ce soit au niveau moteur, au niveau visuel, ou au niveau intellectuel, ou au niveau auditif, pour qu'il puisse d'abord vivre dans sa maison, ça constitue des défis. À l'école, les défis vont en augmentant en fonction du milieu. Si c'est un milieu ouvert qui vous accueille, vous avez beaucoup de chances de progresser.
Tout à l'heure, Michael disait sur le regard des autres. C'est vrai, le regard des autres est très handicapant. Et je dis souvent aux parents et aux jeunes et aux enfants ou aux personnes handicapées qu'il faut faire du développement personnel pour être soi-même fort, aussi fort que Michael, pour que le regard des autres ne vous freine pas. Parce que tout à l'heure, vous l'avez dit, la personne handicapée, il ne faut pas voir le handicap et commencer à citer les incapacités. Non, quand on commence, c'est pas bon. On va dire, elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas courir. Mais au-delà de ça, une personne handicapée a beaucoup de capacités. Mais si vous commencez déjà à la discriminer d'entrée de jeu et qu'elle n'a pas été exercée à se faire confiance et que sa famille ne l'a pas aidée aussi à se faire confiance, vous brisez tout. D'accord. Alors que quand cette personne a des compétences et que vous la discriminez parce que vous voyez l'apparence et qu'elle surmonte cette apparence, ce handicap que vous créez et vous démontre qu'elle a des capacités, là, vous allez la respecter. Absolument. Et il y en a beaucoup. Alors j'aimerais juste faire et dire que, en fait, c'est un droit. Vous savez, pour moi, c'est très important que tout le monde sache que ce n'est pas une question de pitié. D'accord. Avant, on a considéré une personne handicapée comme un objet de pitié et on a dit on va lui faire ça, on va lui faire ça. Non, 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 non. C'est un sujet de droit. Et notre pays l'a fait, même si ce n'est pas encore abouti. On attend avec vraiment beaucoup d'espérance les décrets d'application pour que cette loi soit appliquée. Parce que ce soit un parent, un enseignant, un employeur, si vous discriminez un enfant ou une personne handicapée du fait de son handicap, cette loi prévoit des sanctions. Vous pouvez aller en prison, vous allez encore payer des amendes. Donc ça, c'est important. Que ce soit la famille, que ce soit tout le monde, puisse savoir qu'un enfant handicapé qui naît, il a les mêmes droits qu'un enfant non handicapé. D'accord. Et ça, c'est pas négociable. D'accord. Vous l'aviez dit, les enfants ont les mêmes droits, mais lorsque cet enfant apparaît, est-ce que ça n'a pas d'influence sur la vie de couple? A beaucoup d'influence. Mais ce n'est pas parce que ça a de l'influence que le couple va rejeter cet enfant. Ça a beaucoup d'influence. Comme l'a dit tout à l'heure, on avait un enfant imaginaire. Ouais. On l'attendait beau, sans handicap, avec beaucoup de capacités. Et voilà qu'il apparaît différent de ce qu'on attendait. Qu'est-ce qui se passe dans le couple à ce moment? Alors, ce qui se passe dans le couple, deux choses. Le papa a beaucoup d'amour pour sa femme et accepte son enfant tel qu'il est arrivé et se met aux côtés de son épouse pour chercher les solutions. Et les solutions se trouvent où? Chez les professionnels, au niveau des associations. Nous, par exemple, on accompagne les parents pour qu'ils puissent comprendre. Vous savez, quand ça vous arrive, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de handicap, qui ne savent pas que ça peut arriver, ou alors qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Et quand ça leur arrive, c'est un choc. Donc il faut déjà, je demanderai au niveau des hôpitaux, dans les centres médicaux, dans les maternités, les centres d'accouchement, qu'on puisse aider. Parce que des fois, on va vous dire, ah, c'est ça que vous avez mis au monde. Vous attendez un enfant, vous dit, c'est ça que vous avez mis au monde. Vous voyez le choc? Alors, lorsqu'il s'agit il faut qu'on puisse accompagner cette maman dans la manière de lui annoncer. D'accord. Et ensuite, après cette manière de lui annoncer, ça c'est le personnel médical, les associations, nous sommes là pour accompagner, pour expliquer. Alors vous voyez, c'est tout un cheminement. Il faut d'abord accepter, comprendre et accepter et commence maintenant à être défenseur. Parce que nous avons beaucoup de parents qui ont dépassé ce stade et qui aujourd'hui sont des militants et qui aident d'autres parents. Alors je disais que vous m'avez posé une question, je dis pour le couple, il faut que le papa soit solidaire. Quand le papa est solidaire, c'est les deux qui affrontent tous ces différents défis. Et quand le papa n'est pas solidaire et qu'il abandonne la maman est déprimée, vous voyez, il faut d'abord qu'on fasse appel à un psychologue pour commencer déjà à réparer, entre guillemets, cette maman et pour qu'elle puisse franchir les différentes étapes, compréhension, acceptation, et maintenant devenir une maman qui défend les droits de son enfant et qui aide son enfant. Parce que vous voyez, des fois, il y a la surprotection. Il y a le rejet ou la surprotection. Alors, quand il y a le rejet, l'enfant est abandonné. Et ça, c'est dommage. Quand il y a la surprotection, l'enfant n'a pas de chance parce qu'on ne lui permet pas de faire les apprentissages. Alors, il faut ni rejet, ni surprotection, mais une maman
un couple, papa et maman, qui comprennent ce qui arrive et qui cherchent des solutions. D'accord, très bien. Et les solutions existent bien évidemment avec les spécialistes. Nous allons voir au cours de cette émission s'il est possible de guérir totalement de ces handicaps. Mais avant de revenir sur ce plateau, nous avons eu à tendre notre micro à des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou. C'est Yasmine Damata qui leur a tendu son micro. Écoutons ce qu'ils pensent des personnes handicapées. Mais les timbo, ils n'ont pas eu de et quand on a la fin de l'année, parce que comme on cause nous donne tout représenter mais beaucoup à mon le voir et n'a zéro mon quand on représente ma divine à la jeune balabalade et non on a mené les signes même on a mis du vaudou. Tout c'est pas une honte. Il doit trouver solution ensemble parce que l'enfant est né de vous deux. Là, vous essayez de trouver une temps d'entente pour pouvoir assumer la responsabilité de ce handicap qui est arrivé entre vous les deux. Moi, je trouve que c'est la honte. C'est la honte qui les amène à cacher les enfants. Sinon, les enfants handicapés qui sont les plus cachés, c'est ceux qui ont des problèmes physionomiques. Sinon, des handicapés moteurs, souvent, on les voit un peu partout. Qu'ils soient handicapés ou pas, ils bénéficient de tous les droits comme tous les autres enfants d'ailleurs. Donc, moi-même, je vais jusqu'à dire que c'est celui qui cache l'enfant handicapé, c'est lui qui est un handicapé. Donc, pour moi, c'est lui qui est un handicapé. Sinon, un enfant qui porte un handicap, il n'y a pas de raison pour le cacher. Normal donc mais le do bien le bon do là et qu'on d'agbedo mais de voilà tu vois il y a un coup de là vidéo vision et quoi et mais aussi des gâteaux au gadio ou alors et qui mon corps et quoi non on et quand c'est vraiment c'est voilà on dit ma on a on a c'est voilà on a tout dit voilà on est quand ça dit mais attendez un soir c'est ma on donne la vie et là tout est tout nous il y a tout mon dion on s'est venu le sous hondo bon des fois il y a boire vous être bon vient beaucoup donc né il a donné le tout comme si on a ou le oiseau sous vient ça vient les cas ça avec quoi et tout des vient déjà voir au besoin hier et tout d'agbe vient on nya vient on ni me wala sin ho do be yana toju sunu da lo do na di do yon no lo da lo do na sunu do be ando toju vi o kaka be na ena no finu gwenu akruno tondo niye do mele tun akruno sanso wa o si yin yan me a lo akruno e so sedo we e ma wo a bo tun we do ko to me ba jete yo a mun de jete yo akruno ko zenu yo ana de ton bona so kheleme bo me le do nu yen de yo e an lo de wonu e mo kana plawe kan fi de na plawe kan bo nous mon comptons et dans blodo ba fitu na wa la gbejinu e so do ko gbe yan mele ya wi anu a e ma je mele ko ya we na wi ya nu amopon e wi ya ala hendi fitu e do fi ene le teno tonu mewe non kun je wa eno tonu me pepepe enu apeshe nu keke fi de an yo asasi ifi odo ko enu a aka kun do ene umla so do ken lo ko a awri bonawe. Oui, il faut s'occuper de ces enfants. Oui, oui nous avons eu vraiment à suivre ces différentes réactions des citoyens. Ils ont eu à dire beaucoup de choses. Alors, Michael, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que ces concitoyens ont eu à dire? Donc, par rapport à ces interventions, oui. D'abord, avant d'aborder, si vous me permettez, la question que vous aviez posée à Mme Daizo concernant les dommages que la naissance d'un enfant peut créer dans le ménage. Voilà. Il y a ce qu'on appelle la relation triangulaire, c'est-à-dire père, mère, enfant. Oui. Cette relation, elle est brisée. Et c'est vrai, Mme Daizo a eu à aborder un pan. Mais si nous prenons par exemple le père qui est un pôle de ce triangle-là, oui. En fonction de la manière dont il a accepté le handicap, il va réagir conformément à cette manière-là. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Si c'est négatif, soit la mère là,
elle est sortie du ménage. Elle est abandonnée avec l'enfant. Et ce Parce monsieur... qu'on estime que le mal provient d'elle. Oui, oui. Et on lui projette toute cette difficulté-là. Alors, ce monsieur même peut aller refaire sa vie ailleurs, oublier tout. Et c'est là où la prise en charge, elle devient encore plus lourde pour cette maman et pour l'enfant. Alors, si c'est le noyau ou le point enfant qui porte la difficulté, le regard du père ou de la mère sur cet enfant, ça inhibe ses potentialités. C'est ça. L'enfant peut... D'abord, Jean Rostand l'a dit, qu'il n'y a jamais un individu absolument nul. Non, pas du tout. Donc, tout individu que vous prenez, il a des potentialités en lui. Mais le regard que vous avez sur cet individu inhibe ses potentialités. Ça ne marche pas. Donc, l'enfant, qu'il soit bébé ou un enfant de 5 ans, ou peu importe l'âge, ça a des répercussions sur ses potentialités. Alors, si nous prenons la mère, qui est le troisième pôle de ce triangle-là, si c'est elle qui reçoit positivement ou négativement la situation, elle aura le comportement adapté. Si c'est négatif, elle mettra tout en œuvre pour éliminer cet enfant. Waouh. Ce ménage-là mettra tout en œuvre pour éliminer cet enfant. C'est pourquoi il y a certains intervenants qui ont abordé en disant qu'il y a certaines personnes ou bien certains parents, en voulant sortir, ils enferment. Ils enferment l'enfant dans la chambre. Et il y a un intervenant du sexe masculin qui a eu à dire qu'il y a même un enfant qui est mort par rapport à ça. Voilà. Donc, on observe, des choses qui arrivent fréquemment. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, ça fait partie des dommages ou bien des difficultés que rencontre le ménage. D'accord. Et la lourde difficulté, ça se situe au niveau de la prise en charge. Parce que c'est ça qui rendra de façon plus ou moins autonome cet enfant-là. Mais voilà qu'elle est vraiment pesante sur la mère ou sur le père. Voilà un peu. D'accord. Alors, Madame Daizo, avez-vous récupéré un enfant comme ça parce que les parents l'ont enfermé? Avez-vous eu vent d'une certaine situation? Personnellement, non. J'en ai entendu parler, mais moi, personnellement, ce sont les parents eux-mêmes qui vous apportent leurs enfants. Chez nous, à la Chrysalide, nous recevons le parent qui vient avec un enfant et ensemble avec lui, nous cherchons les moyens pour que l'enfant soit le plus autonome possible et soit épanoui. Mais je sais, même au niveau de nos associations, nous en parlons, qu'il y a des enfants qui sont enfermés ou qui sont juste dans une niche et on lui envoie à manger. Ou même il y a des intellectuels qui ont des enfants, mais personne dans l'entourage ne sait qu'il y a un enfant handicapé parce qu'il est vraiment caché. Donc, moi personnellement, je n'en connais pas. Et en tant que défenseur des droits des personnes handicapées, des droits humains, si on apprend cela, nous avons l'obligation de faire une démarche. Parce que parfois, c'est de l'ignorance. Quand on se laisse abattre par le fait que la société va nous jeter des pierres, par ignorance, on cache l'enfant. Et ce faisant, on brime le droit à la vie de l'enfant. Et puis ensuite, en cascade tous les autres droits. D'accord, très bien. Nous allons établir la liaison téléphonique avec notre sociologue, Dr Bruno Monchor. Vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour, chers journalistes. Voilà, très bien. Aujourd'hui, nous parlons des personnes handicapées. Vous êtes sociologue. Dites-nous quel regard portez-vous sur la façon dont la société regarde et prend les personnes handicapées? Merci beaucoup, chers journalistes. Vous parlez d'une problématique qui crée non seulement l'inégalité, mais l'exclusion sociale au niveau des personnes qui présentent des handicaps, soit visuels, intellectuels ou auditifs, ainsi de suite. Oui. Vous savez, il y a deux catégories de regards et nous pensons qu'aujourd'hui, il y a de l'avancée. Il y a le regard que la société traditionnelle a
de ses enfants, il y a le regard que la société moderne a aujourd'hui de ses enfants. D'accord. Et c'est ça l'évolution des différents regards que les acteurs portent sur ces différentes personnes qui présentent ces handicaps. Alors, le regard traditionnel, comment ça prend, comment on porte sur ces enfants un regard traditionnel? Oui, le regard traditionnel, je vais remonter en ayant recours à l'un des articles d'Idrissa Diop qui parle de ce que déjà, même en Europe, dans la Rome antique, l'enfant mal fait était refusé par son père et n'avait aucune chance de survivre. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas lié à une société, on va dire, non, c'est en Afrique seulement, non. Et voilà. Dans la même période, c'est qu'on considère que la difformité est le signe de la colère des dieux à l'égard des hommes, soit à l'égard de ses parents, ainsi de suite. Vous convenez avec nous que, en fait, lorsqu'on rejette ses enfants, lorsqu'on abandonne ses enfants, c'est pour reprendre la vie à cet enfant dans la considération de ces différentes, dans ces différentes sociétés. Et quand nous venons en Afrique, c'est que un enfant qui présente ces déformations, il y a plusieurs explications. On est dans la même dynamique. Et l'autre chose, c'est quoi? Comment on a demandé à avoir ces enfants? Il y a parfois il y a des couples qui ont des difficultés et donc qui ont recours à des divinités pour pouvoir en avoir et peut-être après abandonnent ces divinités et les situations sont là. Je suis dans l'élément ancien, dans le modèle traditionnel ou endogène. Et donc, vous voyez que voilà un peu, et c'est ça, cette perception, cette représentation sociale qui est dans la tête de nous tous, de tout le monde, et qui n'arrive pas on n'arrive pas à se départir de cette représentation sociale. Et ça crée une distanciation entre la personne qui présente le handicap et nous, excusez-nous, qui n'avons pas, soi-disant, d'handicap. D'accord. Il faut vous dire qu'il y a personne qui ne présente pas d'handicap. Il y a d'autres qui sont visibles, il y a d'autres qui ne sont pas visibles. Maintenant, avec l'évolution de ce regard dans la société moderne, aujourd'hui, comment perçoit-on justement cette situation? Oui, merci. Vous savez, il y a que, en prenant le côté juridique, c'est que déjà le 30 juin 1975, il y a une loi qui est votée en ce moment, en son article 1er, qui parle de l'accès de ces différentes personnes à l'éducation et à différents droits dont ils ont besoin. Il y a un autre qui a été voté le 11 février 2005 qui parle de l'égalité des droits et des chances de ces différents acteurs. Donc, ce sont des lois qui sont venues à un certain moment donner une place et aussi bien dans la tête que dans les esprits des uns et des autres, au fait de considérer ces différents acteurs comme tout acteur de la vie sociale. Donc aujourd'hui, la société moderne, il faut dire qu'il y a une amélioration parce qu'on rencontre ces différentes personnes, par exemple dans la rue, on les rencontre en tant qu'employés d'une entreprise et même en tant que fonctionnaire. Vous voyez que ça a changé. Cela veut dire qu'en fait, progressivement, on peut déconstruire cette façon de prendre ou de considérer ces différents acteurs. Je vais vous surprendre. À l'ENAM, moi j'avais, ça doit être en 2007, il y a une fille, ils sont deux, il y a une fille et puis un garçon, et elle ne voit pas du tout, c'est qu'elle n'entend pas. C'est total. Mais elle a fait l'ENAM, elle était très très bien. Le jour de sa soutenance, c'est que vous ne pouvez pas imaginer. Très intelligente. Et elle avait une mention très honorable parce que tous les membres du jury étaient d'accord. Je reviens pour donner un autre exemple, toujours à l'université d'Abidjan Calavi, où le recteur, en son temps, le recteur Saint-Saint, avait confié la tâche
a un handicap dans le recrutement de cette... Parce que le monsieur était allé voir le recteur pour dire, mais vous m'avez formé dans votre université, et vous le rejetez, vous sortez des critères pour dire que si je présente tel handicap, je ne peux pas postuler, mais pourquoi vous m'avez formé? Là, c'est bien chaud, là. Oui, c'était fort. C'était fort. Le recteur, c'est ça, vraiment, il ne savait pas, mais il a dit, bon, on te donne une chance, mais la seule chance qu'on a donnée à ce monsieur. Il a été excellent, parce qu'il a fait des rapports qui, aujourd'hui, on tâche mieux. Donc, je pense qu'au-delà de tout, comme on le dit de façon naturelle, les 5 voies ne peuvent jamais être les mêmes choses. Absolument. Si on parle de ce principe, cela veut dire que les personnes qui présentent des handicaps ne doivent pas être des handicaps pour nous. Voilà. Mais nous avons des difficultés à les accepter, à les prendre comme tels. C'est un peu naturel. D'accord. Il va falloir que nous essayions de déconstruire un peu ces différents éléments. Oui. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils présentent des déformations qui peut-être repoussent. Très bien. Merci, merci beaucoup pour votre contribution à ce débat. Docteur Bruno Moncho, je rappelle que vous êtes sociologue. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Je vous en prie. Eh bien, nous revenons sur ce plateau. Nous l'avons dit, les enfants porteurs d'un handicap ont les mêmes chances qu'un enfant qui est né sans problème. Madame Daïzor. Alors... est-ce que je vais dire chance? Ils ont les mêmes droits, je dirais. Ils ont les mêmes droits. Hein? Un enfant handicapé, un enfant non handicapé ont les mêmes droits parce que c'est d'abord des enfants. Et vu comme cela, le parent, je vous ai dit tout à l'heure que c'est difficile, c'est pas évident. Mais en faisant de la sensibilisation, et je vous remercie pour cette émission, parce que c'est des moyens comme ça pour faire connaître aux gens que le handicap doit être traité comme un sujet de droit. Et vu comme cela, de plus en plus de personnes sauront qu'il ne faut pas discriminer un enfant handicapé. Mais la première tâche, à mon avis, revient à notre État, à notre gouvernement. Parce qu'ils ont ratifié en 2011 la Convention relative aux droits des personnes handicapées qui font que l'État a des obligations. Il faut que l'État remplisse ses obligations. Tout à fait. Ensuite, la loi portant promotion et protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin, en 2017, a été votée à l'Assemblée nationale. Le 29 septembre 2017 a été promulguée. Alors, il faut que l'État puisse prendre les décrets d'application parce que tout ce qui se trouve dans cette loi va faire en sorte que le Bénin devienne une société inclusive. Et quand je dis une société inclusive, c'est une société qui fait en sorte qu'il n'y ait pas de barrière. Parce que quand on parle de handicap, il y a deux choses. Moi, je suis une personne, j'ai certaines incapacités qui peuvent être intellectuelles, visuelles, sensorielles, auditives ou physiques ou mentales. Ça, ça tient en compte ceux qui ont la maladie mentale, le handicap psychique. Donc moi, je suis une personne et j'ai une incapacité. Maintenant, quand je suis dans la société et qu'il y a différentes barrières, ce sont ces barrières qui m'empêchent de vivre de manière autonome. Je prends juste un petit exemple pour illustrer. Si un enfant en fauteuil roulant veut aller dans une salle de classe qui se trouve à l'étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de rampe, ça veut dire que c'est cette barrière-là. Alors, on peut faire ce qu'on appelle l'aménagement raisonnable. Si c'est un seul enfant, on va demander à l'école, et ça c'est un droit, au lieu que la classe, si l'enfant est au CM2 et que la classe de CM2 est au premier étage, d'emmener la salle au rez-de-chaussée. Et ça, dans le temps, nous avons eu à apprendre que certains enfants brillants ou un enfant brillant a abandonné l'école tout simplement parce que il y a eu déni d'aménagement raisonnable. Qu'est-ce que ça coûte à l'enseignant? Alors qu'on a porté pendant un premier temps, ses collègues, ses collaborateurs, porter cet enfant pour l'emmener. D'accord. Ça a duré quelque temps, l'enfant a abandonné. Donc c'est juste pour vous dire que quand un enfant est handicapé, il faut prendre
les mesures pour qu'il n'y ait pas de barrières qui l'empêchent de participer. Très bien. Merci beaucoup, madame. Nous revenons à vous. L'émission étant interactive, nous allons essayer de lire un peu des messages que nous ont envoyés nos téléspectateurs. Il y a madame Dorcas Kodjia qui dit « J'ai connu des cas où, ayant su, les parents ont avorté ». Et il y a docteur Roméo Akogbeto qui dit ceci: dès qu'on finirait de connaître l'homme, on pourrait mieux répondre: l'homme est le malheur de l'homme, mais par le handicap, vous venez de rencontrer Dieu, amour dans un fils handicapé. Il faut vivre avec, accorder son temps, demander l'aide des spécialistes pour affranchir les difficultés. Et si l'on quittait ce monde avant un handicapé, on comprendrait que la fin d'une vie est pire. Alors n'interrompons pas les grossesses sans savoir ce que Dieu nous réserve et les arguments scientifiques ne tiennent pas devant le miracle divin. Et il complète, il dit, il y a une âme, un esprit avant la naissance. Et Benoît Rondia, vous avez ce message qui dit « Je pense qu'il revient fondamentalement aux médecins de décider de l'interruption. » Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils font les examens et constatent que l'enfant déjà au sein de la maman est porteur de handicap, disent que oui, il faut l'interrompre. Et Benoît Rondia dit « Je pense qu'il revient fondamentalement aux médecins de décider de l'interruption ou non d'une grossesse pour cause d'anomalies décelées sur un fœtus. Pour le reste, j'estime qu'un enfant, même avec un handicap, reste un enfant, donc un être humain et mérite toute l'attention de ses parents. Cela n'empêche pas que les parents sollicitent des spécialistes pour faciliter l'insertion sociale de ces enfants. Internés, je dirais oui, à condition que cela ne soit pas considéré comme un bon débarras. Et le docteur Roméo Akogbeto qui dit ceci: on oublie que la beauté vient de l'intérieur et si au soir de notre vie, tout le monde nous abandonne, que ressentirons-nous? Et Simplice Goudou dit ceci: leur regard n'est que leur angle de vision. Pour ne pas tergiverser, que les parents et la société dont nous parlons fassent l'effort de se mettre à la place de cet enfant. Quelles peuvent être les influences du handicap d'un enfant sur sa famille? Il répond ceci: elles sont de plusieurs ordres: financières, plus de dépenses, parfois dépassant tout le budget familial. Cela peut affecter grandement l'amour entre les parents et bloquer la joie. L'acte conjugal, il peut avoir manque de cohésion familiale. Et là, l'enfant peut se sentir rejeté ou trop aimé. Pour le dernier, les autres frères peuvent être très jaloux. Selon la situation du handicap, les programmes de sortie de la famille peuvent prendre un coup et les autres dans la société peuvent les condamner et juger qu'ils ne sont pas sociables. Faut-il garder avec soi ces enfants ou les interner dans des centres spécialisés de prise en charge? Il répond ceci: ça dépend de l'ampleur, des moyens, de la nature du handicap, de l'espace de la maison et de l'environnement favorable pour l'enfant handicapé lui-même. C'est toujours mieux, dans la mesure du possible, que l'enfant se sente dans son tissu familial, quoi que l'on fasse. Et en dépit du professionnalisme et de la générosité des spécialistes, le volet parental et fraternel aura un effet psycho-affectif sur l'enfant handicapé. Et puis pour finir, il dit, au cas où la médecine aurait révélé des malformations du fœtus, faut-il arrêter la grossesse ou laisser aller à son terme? Il répond ceci: ça c'est une question de la bioéthique. Je conseille qu'il faut traiter au cas par cas, faire recours à l'éthique, à la morale, à la religion, pourquoi pas, et questionner l'histoire des parents et surtout faire un diagnostic de l'état émotionnel de la mère. Mais il est important de noter que c'est un crime. Oui, Andrea Bachiumba, il vient dire ceci: un enfant handicapé est un enfant comme tout autre qui a des droits comme les autres enfants. Tout part de l'acceptation de cet enfant dans l'espace familial, de la confiance mise en lui, de l'attention qu'on lui porte, le suivre, l'accompagner avec des spécialistes de son handicap. Vous verrez en lui des potentialités développées. Un enfant handicapé, c'est vrai, occasionner plus de dépenses dans la famille. Cet enfant vient régler aussi
un problème dans la famille. Les comportements de cet enfant développent chez les parents nerveux beaucoup de patience et toute autre conception de la vie. Mais quelquefois, ceux-ci ne comprennent pas ce dont Dieu se sent humiliés, frustrés. Voilà, merci beaucoup, beaucoup de messages. Et il y a Boniface Nyolonfon, certainement que vous connaissez, oui, qui a également réagi. Il est au Canada? Il est au Canada, bien sûr. Oui. Boniface Nyolonfon, c'est un bel exemple de réussite, un peu comme Michael sur ce plateau. Il a approuvé la réaction de Simplice Goudou. Il dit bien abordé, Simplice. Et il me dit même, Roch, tu peux m'appeler pour qu'on s'en reparle, car j'ai beaucoup à dire sur ce sujet. Et Boniface Nyolonfon, il est handicapé visuel, il a fait le campus, l'université. Aujourd'hui, il est au Canada, il est directeur d'une grande société, il a des employés, il y a même fondé sa famille. On aurait pu l'avoir. Il a fait aussi, ensemble, on a étudié pour comment faire la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Voilà, et je rappelle qu'il est membre du groupe Les Frères de Sang. Oui. Pour ceux qui connaissent ce clip, c'est le monsieur qui a souvent ses verres fumés. C'est de lui. Voilà, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Je vous laisse la parole, monsieur Michael Viegbe, c'est bien ça, oui, pour votre mot de fin. Merci beaucoup pour l'émission. Je vais partir sur la pensée toujours de cet auteur-là que j'aime beaucoup, Jean Rostand. Jean Rostand, oui. Je vais le paraphraser. Il dit qu'il n'y a pas d'individu absolument nul, mais qu'il existe des systèmes défaillants qui empêchent l'individu d'exprimer toutes ses potentialités. Alors, si je m'inscris dans cette pensée, Madame Daizo a abordé tout à l'heure l'aspect des décrets liés à la loi 2017-06. Si l'État pense que Jean Rostand n'a pas raison, alors là, nous attendons les décrets. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Madame Daizo, votre mot. Alors, je vous ai dit que je suis psychologue, je suis également coach, donc je dirais que quand il y a une situation donnée, c'est qu'il y a une leçon à tirer de cette situation. Tout à fait. Mais quand on n'a pas soi-même fait de développement personnel pour être aguerri, quelle que soit la situation, ce n'est pas facile. Alors, j'aimerais inviter les parents, inviter tout le monde, la société, à se dire que on doit pouvoir ensemble faire que notre société, notre pays soit une société inclusive. Et j'ai beaucoup aimé ce que les internautes ont écrit. Voilà. Je vous félicite. Merci beaucoup, madame. De pouvoir nous montrer que beaucoup de Béninois ont des pensées très positives. Et aussi, une chose importante, j'aimerais juste dire, je ne sais plus, 2 minutes, peut-être 1 seconde. Le temps est complètement parti. Par rapport à l'interruption de grossesse, dans les pays développés, on harcèle même le parent pour qu'il puisse avorter quand on décèle qu'il y a un problème au niveau du fœtus, parce qu'il y a eu des jurisprudences, des mamans qui ont attaqué l'État, qui ont attaqué l'hôpital pour dire que si vous m'aviez dit que mon enfant était handicapé, moi j'aurais préféré avorter. Mais c'est une question, comme on dit, de bioéthique. Et puis moi je pense que ça ne dépend pas du médecin, comme quelqu'un a dit. On peut dire aux parents, leur faire des propositions, mais on ne doit pas leur imposer cela. Et comme l'a dit certains parents, avoir un enfant handicapé, il y a aussi de la joie, pas que des difficultés. C'est une bénédiction aussi. C'est une bénédiction, il n'y a pas que des difficultés, mais notre État doit faire en sorte que notre société soit inclusive. Absolument. Merci beaucoup, Madame Claudine Lawson Daizo. Vous êtes psychologue, vous êtes directrice d'un centre de prise en charge des personnes handicapées, la Chrysalide, justement. Merci également à vous, Michael Viegbe. Vous êtes psychologue clinicien, vous êtes doctorant en psychologie et psycholinguistique. En psycholinguistique. Et orthophoniste.
orthophoniste. Orthophoniste, vous êtes également le président de l'association des orthophonistes professionnels du Bénin. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos réflexions par rapport à ce sujet. Nous disons merci également à Dr Bruno Moncho qui était au téléphone, le sociologue, et merci à tous ceux qui continuent de nous écrire, tous ceux qui nous ont envoyé des messages que nous avons essayé de relayer. Il faut changer notre mentalité, notre façon de regarder, de voir désormais les personnes handicapées. Merci beaucoup.